Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Plus de 200 manifestations aujourd'hui à travers la France à l'appel de la CGT mais aussi de Solidaires et FSU. Manifestation évidemment traditionnelle du 1er mai avec un mot d'ordre un petit peu spécifique cette année. La paix, l'Ukraine, la Palestine, le droit des peuples d'être respectés. Honnêtement, est-ce que c'est vraiment la préoccupation numéro 1 des salariés ? Le 1er mai, c'est une journée internationale de mobilisation des travailleurs et des travailleuses. Nous serons des millions dans le monde entier à être mobilisés avec ce mot d'ordre commun, la paix et la justice sociale. Ce que nous voulons en France, c'est remettre les travailleurs et les travailleuses au centre. Depuis 3 mois, on entend en boucle la question de la guerre, la question de la dette, la question de l'insécurité, la question de l'immigration, mais plus jamais les questions sociales. Justement, on pourrait dire vous faites exactement la même chose en parlant de la guerre. Justement, nous sommes là le 1er mai et nos manifestations sont là pour dire que nous voulons toujours l'abrogation de cette réforme des retraites qui ne passe pas, que nous voulons que les salaires augmentent et nous permettent de vivre puisque les salaires n'ont pas retrouvé leur niveau de 2020, que nous voulons des services publics qui soient à la hauteur, nos hôpitaux sont exsangues par exemple, et puis enfin, nous serons aussi mobilisés ce 1er mai pour dénoncer les centaines de milliers de licenciements qui ont lieu en France actuellement. Et on en parlera dans quelques minutes. Contre la réforme des retraites, justement, il y a 2 ans, il y avait une union sacrée, une intersyndicale. Aujourd'hui, dans la rue, il n'y aura pas à vos côtés la CFDT, l'UNSA ou FO, en tout cas au niveau national. Vous le regrettez ? Écoutez, c'est malheureusement classique. Un 1er mai, les 1er mai unitaires sont exceptionnels. Ça ne nous empêche pas d'avoir de très belles mobilisations le 1er mai chaque année. Cette année, il y aura 269 manifestations dans toute la France. Et donc, nous attendons des centaines de milliers de manifestantes et de manifestants. Ça affaiblit peut-être la lutte contre la réforme des retraites ? C'est la même lutte qui vous a rassemblés tous ensemble il y a 2 ans finalement ? Oui, de toute manière, nos organisations sont différentes. Nous avons des stratégies différentes. Ce qui rassemble toujours les organisations syndicales, c'est leur refus des 64 ans qui ne passent pas. Chacun et chacune le dit différemment. Mais pour ce qui concerne la CGT, nous sommes convaincus, et nous en avons la démonstration, que sans mobilisation, nous ne pourrons pas nous faire entendre. C'est pour ça que c'est très important de manifester ce 1er mai, qui est une première étape de mobilisation sociale. Mais vous savez quand même qu'évidemment, chaque 1er mai, comme chaque manifestation, est toujours aussi regardée à l'aune d'un potentiel bras de fer avec le gouvernement, etc. Est-ce que là, cette année, vous avez encore envie, enfin vous dites voilà, oui, c'est encore une forme de bras de fer, d'avertissement au gouvernement, sachant peut-être que les chiffres ne seront pas considérables, d'autant qu'on le disait, vous n'êtes pas unis, donc avec des mots d'ordre peut-être un petit peu différents aussi des autres années, donc peut-être que c'est moins fédérateur. Évidemment qu'il faut comparer ce qui est comparable. On ne sera pas au 1er mai 2023 qui était au cœur d'un mouvement social historique. Mais il y aura aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui vont manifester dans toute la France. Et ça, évidemment que c'est un signal important pour dire que aujourd'hui, les préoccupations premières des Françaises et des Français, c'est toujours les questions sociales. Mais on n'entend pas le gouvernement sur ces sujets-là, qui ne nous dit rien et qui ne fait rien pour protéger nos emplois contre les licenciements, qui ne fait rien pour défendre nos services publics, qui ne fait rien pour défendre notre pouvoir d'achat et nos salaires. Aujourd'hui, en France, le problème, c'est qu'on vit mieux de sa rente que de son travail et que le gouvernement refuse de taxer et de mettre à contribution les plus riches. Il y a aussi une autre crainte de la part notamment du syndicat Solidaires, c'est de la récupération politique, notamment de la France Insoumise, qui sera à vos côtés à Paris le 1er mai. Est-ce que vous aussi, vous avez cette crainte ? Les partis politiques seront en fin de cortège, comme à chaque 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. Et donc, c'est les organisations syndicales qui organisent les cortèges, qui définissent les mots d'ordre. Vous voulez toujours conserver l'indépendance ? Bien sûr, évidemment que l'indépendance syndicale, elle est centrale. Et est-ce qu'il la respecte, Jean-Luc Mélenchon, le leader de LFI, qu'on voit juste derrière vous, pour ceux qui nous regardent ? Il a parfois besoin de petits rappels, ce que la CGT ne manque pas de faire systématiquement pour dire que les organisations syndicales sont là pour défendre les travailleurs et les travailleuses et ne se laisseront instrumentaliser par aucun objectif partisan. Mais quand même, il n'y a pas une forme de rapprochement entre la CGT et la France Insoumise. Il y a quand même des mouvements
commun, ce qui a pu Lesquels? je crois le 5 juin, par Non, exemple? pas du tout. Absolument pas. Le 1er mai, c'est une première étape de mobilisation. Il y en aura d'autres en mai et en juin. Le 13 mai, c'est le grand rendez-vous des fonctionnaires avec des grèves et des manifestations. Et le 5 juin, la CGT appelle à manifester pour l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, l'emploi. Mais c'est une date qui est lancée uniquement par la CGT. Il n'y a pas de force politique qui y appelle. Il n'y a pas Absolument voilà, pas. il n'y a pas d'association avec Ah non. en tout cas de rapprochement avec un parti politique à Mais cette occasion-là. absolument pas. En plus, c'est une journée de mobilisation en semaine, un jeudi. Nous appelons à faire grève et manifester dans toute la France pour montrer que nous voulons l'abrogation de la réforme des retraites et que nous voulons des mesures sociales pour répondre à la situation sociale des travailleuses et des travailleurs. Pour l'instant, Sophie Binet, c'est un appel seulement de la part de la CGT ou est-ce que déjà vous avez coordination peut-être avec d'autres forces syndicales? Les autres organisations syndicales sont en train d'y réfléchir. C'est une proposition que nous mettons dans le débat. C'est donc la fête du travail aujourd'hui. Et une partie de la classe politique veut assouplir les règles de ce jour chômé dédié aux droits des travailleurs qui viennent de se durcir. Très concrètement, ils veulent permettre aux boulangers et aux fleuristes d'ouvrir avec leurs employés. Pourquoi vous y opposez, vous, à la CGT ? Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on veut encore nous voler un jour férié avec cette histoire. Le volontariat, on a eu le même discours sur le travail du dimanche. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Pour des centaines de milliers de salariés, le travail du dimanche, il est même inscrit dans le contrat de travail, donc il n'y a pas de volontariat. De plus en plus, il n'y a même plus de majoration pour travailler le dimanche avec des salariés qui gagnent pareil ou seulement 10 ou 25%, alors qu'auparavant, c'était 50% de plus le dimanche. Là, on parle d'artisans qui ont besoin de remplir leur caisse, qui voient du monde aussi dans la rue. Vous les comprenez ou pas ? Ben, ils peuvent travailler. Personne n'empêche les patrons de travailler le 1er mai. Oui. Seuls ou avec leur famille. On avait des témoignages. Écoutez, ce matin il y a sur 364 autres jours pour faire travailler les salariés. Je pense que la situation jusque-là se passait très bien. Donc pourquoi nous faire ce pataquès cette année ? Sophie Binet, la situation se passait bien aussi parce que la loi était parfois pas forcément appliquée, qu'il y avait en tout cas une tolérance. Qu'est-ce que vous dites à un salarié, un vendeur, une vendeuse en boulangerie qui gagne, je sais pas, 1200, 1400, 1500 euros par mois et qui se dit, grâce au 1er mai, ça me permet de gagner double sur cette journée. Et ben en fait, je peux pas travailler. Eh bien, nous disons qu'il faut augmenter les salaires et revaloriser ces métiers qui sont beaucoup trop mal payés. Et encore une fois, c'était exactement le même débat sur le travail du dimanche, avec des salariés qu'on mettait en avant en disant ils veulent travailler le dimanche pour avoir la majoration. Le résultat, on l'a aujourd'hui. Le travail du dimanche est généralisé et il n'y a plus de majoration. C'est ça qui va se passer sur le 1er mai si on laisse ouvrir les magasins qui le souhaitent. Nous avons besoin d'avoir des moments où nous pouvons faire société, où nous pouvons être toutes et tous ensemble en congé pour pouvoir passer du temps avec nos proches, avoir des loisirs, une vie sociale. Et puis je rappelle que le 1er mai, il y a déjà des millions de salariés qui travaillent, il y en a beaucoup trop d'ailleurs, dans le secteur hospitalier, dans les médias bien sûr, dans beaucoup d'usines qui ne peuvent pas s'arrêter. J'allais vous dire, on peut aussi, le 1er mai, vous parliez de moments où on se réunit, on peut effectivement se réunir au restaurant ou dans une chaîne de restauration rapide. Comment on peut comprendre qu'on puisse aller, je ne vais pas citer de nom de chaîne de restauration rapide, voilà, mais on ne peut pas aller chez son boulanger. Voilà, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un problème. Et, donc il faudrait supprimer cette possibilité-là. Sur la restauration rapide, oui. Et ou donc, la restauration tout court d'ailleurs. Écoutez, ça c'est à regarder, mais sur la restauration rapide, oui, il n'y a pas de rationnel pour dire que c'est un service essentiel, indispensable au 1er mai. Et les restaurants, pareil, les restaurants, des plus petites structures, je veux dire, qui peuvent ouvrir aujourd'hui ? Il faut regarder, en fait, le principe sur le 1er mai, c'est que ce qui doit être ouvert, c'est les services indispensables. Donc évidemment, tout ce qui est santé, urgence, l'industrie qui ne peut pas fermer et les services qui sont indispensables à la population. Ça doit rester le principe. Mais alors que des sénateurs proposent un texte de loi pour justement assouplir les conditions de travail le 1er mai, vous dites c'est l'inverse en fait qu'il faut faire. Il faut plutôt les durcir, si je vous comprends bien. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut
faut faire le ménage et remettre les choses au point, parce que effectivement il y a eu une jurisprudence problématique qui s'est faite sur la restauration rapide, et donc il faut remettre les choses d'équerre de ce côté-là. Mais le problème du projet de loi des sénateurs, c'est qu'il ouvre tous azimuts. Avec les critères qui sont posés dans le projet de loi, on pourrait tout ouvrir le 1er mai. C'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on nous parle des boulangeries, mais avec ce projet de loi, c'est la grande distribution qui va être concernée, encore une fois. Mais très rapidement, vous ne pensez pas qu'un texte de loi puisse justement permettre d'éclaircir ces règles? Il n'y a même pas de liste des métiers concernés en ce 1er mai. Est-ce que ça ne peut pas être l'occasion de remettre un peu tout sur la table et d'essayer d'enfin faire cette liste? Oui, il n'y a pas forcément besoin d'un projet de loi pour ça, pour faire cette liste. Et aujourd'hui, je pense que les choses sont claires, sont déjà assez claires. Alors, l'autre actualité effectivement économique et sociale du moment, c'est ce qui se passe à ArcelorMittal, avec la gauche qui, pour partie, défilera aux côtés des salariés d'Arcelor aujourd'hui à Dunkerque. Marine Tondelier, François Ruffin, Olivier Faure, Fabien Roussel. 611 postes donc supprimés sur 7 sites. Qu'est-ce qu'on peut faire encore, et qu'est-ce que vous imagineriez que le gouvernement puisse faire ? Eh bien, il faut absolument avoir des réponses très fortes à cette situation, puisque c'est le 2e plan d'ArcelorMittal en moins d'1 an. Il a supprimé 130 postes l'année dernière, qu'il bénéficie à plein des aides publiques, puisqu'ils ont bénéficié de 300 millions d'euros l'année dernière. Et nous savons que si on ne fait rien, ça n'est que le début, puisque ce que ArcelorMittal est en train d'organiser, c'est son départ de la France pour relocaliser ses activités en Inde et au Brésil. C'est la raison pour laquelle il faut une réponse très forte au niveau français et au niveau européen. Ce que nous demandons immédiatement, c'est la nationalisation d'ArcelorMittal. Ça s'est fait dans d'autres pays européens. C'est l'État qui paye donc. C'est l'État qui paye, mais ça coûte... On sait que ça coûterait combien, vous avez une idée ? Écoutez, je ne sais pas, mais l'État a déjà mis sur la table 850 millions d'euros d'aide publique pour ArcelorMittal. Il pourrait déjà commencer ça se compte en milliards, on imagine, je oui, pense. Mais il pourrait déjà commencer à convertir ces 850 millions d'aides publiques en prise de participation dans le capital d'ArcelorMittal. Ça serait déjà une étape pour arrêter d'arroser le sable et pouvoir peser sur les décisions économiques de cette entreprise. Il n'y a pas d'aide sans contrepartie, c'est ce que dit Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie. Ce sont quand même des employeurs, ces grands groupes. Ça, oui. Ça vous l'admettez. Il y a des contreparties qui sont assurées. Écoutez, lesquelles ? ArcelorMittal a bénéficié de 300 millions d'euros d'aide publique en 2024. Il a licencié 130 salariés. Donc, en tout cas, il n'y a pas de contrepartie en matière d'interdiction des licenciements, et il n'y a pas de contrepartie en matière de versement de dividendes, puisque les entreprises qui bénéficient d'aide publique distribuent à plein des dividendes tout en licenciant. C'est quand même un énorme problème. Et donc, au lieu d'arroser le désert avec notre argent, parce que les aides publiques, c'est notre argent, le gouvernement ferait mieux de les conditionner strictement et de rentrer au capital des entreprises stratégiques pour pouvoir peser sur l'économie. Encore une fois, si on ne fait pas ça sur ArcelorMittal, ArcelorMittal va quitter le continent européen d'ici 5 ans. Tous les autres pays le font. En Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne nationalise British Steel pour empêcher British Steel de quitter la Grande-Bretagne. Pareil en Italie, où le gouvernement italien a mis sous tutelle ArcelorMittal pour empêcher un plan de licenciement. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça en France ? Sophie Binet, vous restez avec nous. On va continuer de parler de vos solutions, effectivement, pour empêcher le nombre d'emplois de diminuer, empêcher les licenciements. Voilà, qu'est-ce que vous proposez très concrètement ? On en parle juste après votre fil info de 8h46, Étienne Cholez. États-Unis et Ukraine se mettent d'accord sur l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes. Les Américains peuvent exploiter le minerai, le pétrole ou le gaz ukrainien. En échange, ils mettent en place un fonds d'investissement pour reconstruire le pays. Plus de 3 ans après le début de l'invasion russe, il y a encore de nombreuses questions comme des garanties de sécurité américaines. Un matériau historique et démocratique précieux. Emmanuel Macron salue l'ouverture des cahiers de doléances à tous. Ces textes rédigés par certains d'entre nous après les Gilets jaunes en 2019. Ils seront accessibles demain dans les archives départementales. Jusqu'ici, seuls les chercheurs y avaient accès. Et puis les fans de foot se sont régalés 3-3 hier soir entre le FC Barcelone et l'Inter Milan pour l'autre demi-finale de la Ligue des Champions. Des buts magnifiques et l'un des plus rapides de l'histoire de la compétition. 30 secondes marquées par le Français Marcus Thuram. Match retour mardi prochain chez les Italiens. France
France Info. Le 8-30 France Info, Victoria Coussa, Adrien Beck. Et nous sommes avec Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Les annonces difficiles s'enchaînent. On parlait d'ArcelorMittal. La chaîne de vêtements Jennifer est en liquidation judiciaire. 1 millier d'emplois menacés. On apprend également par ici Touraine, ex-France Bleu, que ST Microelectronics, fabricant de semi-conducteurs, s'apprête également à supprimer 1000 postes en France. Des départs volontaires d'après la direction du groupe. Là encore, vous dites que l'État doit intervenir. Là encore, l'État doit nationaliser ? Non, la CGT ne demande pas à nationaliser toute l'économie. Sur Jennifer, la situation est terrible. On a des salariés qui sont sous le choc et qui ont appris du jour au lendemain que dans 3 semaines, tous les magasins de Jennifer vont fermer. C'est très grave parce qu'il y a eu une dissimulation patronale dans ce cas, puisque cela fait des années que la CGT alerte. Nous savons que la situation de l'entreprise est fragile. On ne nous a rien dit et du jour au lendemain, on nous dit que l'entreprise est en liquidation judiciaire. Elle se portait mal déjà, cette entreprise. Oui, c'est pour ça que nous posions des questions et que nous avions demandé à l'État de mettre sous surveillance Jennifer. Il s'était engagé à le faire. Jennifer bénéficiait d'un prêt garanti par l'État. Et donc, le problème, c'est que la direction de Jennifer a dissimulé les choses pour nous mettre au pied du mur. Et donc là, maintenant, en 3 semaines, comment voulez-vous qu'on puisse retrouver un repreneur en 3 semaines ? C'est une honte. Ce sont 1000 salariés, essentiellement des femmes, qui sont licenciés avec de tout petits salaires. Et là, en l'occurrence, nous avions aussi interpellé Bercy en leur disant « Vous nous aviez promis que vous mettiez sous surveillance cette entreprise. Elle est où la surveillance ?» Mais quand même, Sophie Binet, quand on prend le cas de Jennifer, c'est pour qui s'en souvient ou qui peut y aller de temps en temps, c'est de la mode à bas prix, voilà. Bon, mais des prix qui sont encore trop élevés par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur des sites chinois comme Shein, comme Temu. Donc ça paraît, pardon, peut-être je ne veux pas être cynique, mais ça paraît quasiment inéluctable que des marques comme ça aient du mal à survivre. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement ? Il faut protéger notre économie, nos emplois face au dumping. C'est de plus en plus urgent. Donc surtaxer, par exemple, comme ça a été évoqué ces derniers jours, les produits de Shein, de Temu, par exemple. Oui, c'est un enjeu social, c'est aussi un enjeu environnemental parce qu'on sait que cette fast fashion, elle est extrêmement mauvaise pour l'environnement avec des vêtements jetables qu'on porte 1 ou 2 jours et qui aussitôt sont cassés. Donc il faut protéger la France et l'Europe de ce dumping social et environnemental. D'un mot, quand même, pour être très concret, à hauteur de combien ? Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des vêtements à 4-5 euros. On voit qu'aux États-Unis, avec les taxes mises en place par Donald Trump, c'est parfois des dizaines de dollars de plus pour un vêtement à cause des taxes. Est-ce qu'il faut arriver à des degrés comme ça pour dissuader l'achat ? Ce qui est nécessaire, c'est de construire un juste échange et de fonder les barrières douanières sur les normes fiscales, sociales et environnementales. Sinon, notre industrie ne survivra pas, ne s'en remettra pas. On parlait d'Arcelor tout à l'heure. Il y a un problème de fond sur l'acier européen avec des surplus asiatiques, notamment chinois. Et donc, il faut protéger l'acier européen. Sinon, toutes nos entreprises vont fermer. Sur ST Microelectronics, c'est une entreprise qui a bénéficié de centaines de millions d'euros d'aide publique pour doubler son site de production à Crolles, à côté de Grenoble. C'était il y a quelques mois, quelques années. Et juste après, cette entreprise nous annonce qu'elle supprime 1000 postes. Donc encore une fois, on a un problème de conditionnalité des aides aux entreprises. C'est pas possible qu'on bénéficie de centaines de millions d'euros d'aide publique et que du jour au lendemain, on annonce qu'on ferme des sites. C'est dans ce contexte que le conclave des retraites se poursuit. Et avant même ses conclusions, normalement début juin, les communistes mettent sur la table un texte pour abroger la réforme des retraites de 2023. Vous en dites quoi ? Que c'est une bonne chose. Il faut que le Parlement reprenne la main. Même avant les conclusions, ça ne vient pas percuter ce conclave. Vous l'avez dénoncé quand François Bayrou est intervenu. Là, les communistes, c'est pas grave, c'est moins grave ? Alors d'abord, la date de ce texte, c'est le 5 juin. Les concertations sont prévues a priori pour se finir à la fin du mois de mai. Et puis, le Parlement est fondé de dire les conditions qui avaient été posées devant le Parlement ne sont plus respectées, puisque ces discussions devaient travailler sur la question de l'âge de départ. Or, le gouvernement et le patronat se sont alliés pour qu'on ne parle plus des 64 ans. Et donc, les parlementaires doivent reprendre la main pour abroger cette réforme des retraites qui ne passe toujours pas. Pour la CGT, la solution, elle est simple, c'est la démocratie. Ce sont les salariés qui doivent pouvoir avoir le dernier mot ou les parlementaires. Le problème de cette réforme des retraites, c'est qu'elle n'a été votée par personne. Mais ce conclave pour les retraites, si on se dit les choses, Sophie Binet, à vos yeux, il ne sert plus à rien.
C'est pas à moi d'en juger. Moi, ce que je Ah, constate, vous n'y c'est êtes plus, que donc tout à fait. Ce que je un début de réponse. oui. Ce que je constate, c'est que le patronat et le gouvernement se sont alliés pour qu'on n'y parle pas des vrais sujets. Le vrai sujet, c'est l'âge de départ en retraite. Donc ce sujet a été sorti des discussions et à la place, le patronat essaye d'avoir des sujets de discussion sur la question du financement de la protection sociale. Ça n'était pas à l'ordre du jour. Ou pire, de parler de la capitalisation et de la financiarisation de notre système de retraite. Pour vous, il ne faut vraiment pas avancer sur la capitalisation très rapidement, c'est niet. Même si Oui. d'autres sont prêts à avancer, des syndicats, les forces politiques aussi sont en train d'évoluer là-dessus. La capitalisation, c'est très dangereux. On le voit dans tous les pays du monde qui ont mis en place des systèmes par capitalisation. Ça se traduit Pourquoi par des baisses de niveau de vie des retraités. On a vu aux États-Unis les retraités américains qui ont perdu toute leur retraite. Aux États-Unis, une très grande partie de la retraite est par capitalisation. Ça serait très différent dans le système que certains proposent en France. Certains proposent un système hybride Oui. avec un peu de répartition, un peu de capitalisation. Et on sait par ailleurs que on peut aussi la baser sur des produits, comme on dit, financiers, qui sont moins risqués que la bourse en elle-même. Eh bien justement, regardons un système hybride qui est le système suédois, qui a été mis en place il y a plus d'une dizaine d'années, avec une base par répartition et un deuxième niveau par capitalisation. Et cette réforme des retraites en Suède, elle s'est traduite par une baisse du niveau de vie des retraités très importante. La quasi-totalité des retraités a perdu. Et donc aujourd'hui, les syndicats suédois et même les promoteurs de cette réforme nous disent, à nous, Françaises et Français, ne faites surtout pas cela. Ce que nous savons, c'est que en matière de retraite, quand on confie son argent à la bourse, forcément, il n'y a pas de garantie de récupérer sa mise à la C'est fin. le principe de la bourse. Même si les bourses, Exactement. historiquement, augmentent de à peu près 10% par an. Et Donc, oui, sauf qu'il y a toujours des accidents. Et puis, nous avons en France un exemple de retraite par capitalisation, puisque depuis 2003, les fonctionnaires sont obligés de cotiser à un petit fonds de retraite par capitalisation. Donc pas de capitalisation. De tout petit montant. Ça veut dire qu'il faut protéger les retraités qui sont notamment visés pour le prochain budget, cette niche fiscale qu'envisagent certains membres du gouvernement de supprimer. Oui, nous pensons qu'il faut arrêter de L'abattement des 10%, stigmatiser les retraités comme étant des privilégiés. Nous voulons entendre le gouvernement nous parler de justice fiscale, de justice sociale. Il faut, si le sujet c'est de faire une grande réforme de l'impôt sur le revenu pour le rendre plus juste et plus progressif, c'est ce que demande la CGT. Mais par contre, aller stigmatiser les retraités de cette manière, non, c'est pas juste. Un mot quand même, Sophie Binet, sur les retraités aujourd'hui. Un quart du revenu des retraités en moyenne, bien sûr. Je ne parle pas des petits agriculteurs, des petits commerçants ou de certains salariés, certaines femmes aussi beaucoup, mais un quart en moyenne du revenu des retraités est épargné. Les actifs peuvent pas en dire autant. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet de niveau de vie, selon vous, des retraités. En fait, pour nous, les inégalités, elles ne doivent pas se voir entre générations, mais entre catégories sociales. D'un point de vue social, il y a des inégalités en France qui explosent entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui vivent de leur rente. Ce qu'il faut, vous avez des retraités qui ont travaillé, qui ont des très bonnes retraites aujourd'hui, Oui. et certains disent même qui reçoivent davantage que ce qu'ils ne cotisaient en proportion à l'époque où ils étaient salariés. Et ben justement, c'est la force du système par répartition. C'est pour ça que la répartition est beaucoup plus rentable que la capitalisation. C'est que ce qu'on touche en retraite est plus important que ce qu'on a cotisé. C'est pour ça que nous défendons ce système. Je disais tout à l'heure, je parlais des fonctionnaires qui ont un système par capitalisation, tout petit. Nous avons calculé que pour récupérer leur mise, il faut qu'ils passent 26 ans à la retraite pour récupérer ce qu'ils et elles auront cotisé. Or, l'espérance de vie moyenne d'un fonctionnaire à la retraite, c'est 24 ans. Donc la capitalisation, c'est vraiment une catastrophe pour les salariés. Sophie Pour Binet. revenir sur la question des retraités, l'enjeu pour nous, c'est de parler des inégalités sociales dans le pays. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que le gouvernement ne prononce plus le mot justice fiscale, le mot justice sociale. C'est ça qu'il faut mettre à l'ordre du jour. On voulait vous entendre, Sophie Binet, sur cette grève qui se profile, cette semaine noire, la semaine prochaine à la SNCF. Certains ont la chance de profiter de ce premier pont de mai, d'autres ne l'auront pas la semaine prochaine. Est-ce vraiment utile de faire grève à ce moment-là ? De priver des Français, d'aller souffler, de rejoindre leur famille, par exemple ? Ce qu'il faut, c'est entendre les revendications des cheminotes et des cheminots et ouvrir des négociations pour que les revendications soient satisfaites et que les salariés n'aient pas besoin de faire grève. Je rappelle que faire grève, c'est jamais un plaisir. Quand on fait grève, on perd une journée de salaire. Donc, en l'occurrence, c'est autour de 100 € par jour. Les cheminotes et les cheminots, comme tous les salariés de ce pays, sont très attachés à leur travail, attachés au service public, attachés au système ferroviaire, un système de transport décarboné. Et donc, évidemment, c'est pas de gaieté de cœur
cœur qui a ces préavis de grève. On pourrait vous répondre parce que les salaires font partie de la négociation. Il y a eu 17% d'augmentation des salaires à la SNCF ces dernières années. Et même un peu plus pour les... C'est bien sûr en moyenne, et même un peu plus pour les petits salaires. C'est ça, et puis il faut regarder l'inflation qu'il y a eu à côté, et puis 12. Ça intègre aussi les avancements en matière d'ancienneté, etc. Ce qu'il faut rappeler... Ils ne sont pas maltraités, on ne peut pas dire que les cheminots sont maltraités par rapport à plein d'autres salariés. Non, on ne peut pas dire non plus que ça soit des privilégiés particulièrement, parce que si on compare à toutes les contraintes qu'ils et elles ont, les salaires ne sont pas si élevés. En fait, dans les revendications, il y a un sujet dont tout le monde refuse de parler, c'est la question justement du travail le soir, le week-end, des plannings, du travail en horaire décalé. Le ministre des Transports lui-même a reconnu que c'était un sujet sur lequel il fallait avancer. Voilà, et donc ça, c'est une des revendications très importantes qu'il faut satisfaire parce que les cheminots et les cheminotes ont le droit aussi à avoir une vie de famille, des loisirs, des plannings qui soient prévisibles. Et donc la direction doit ouvrir des négociations sur ce point pour répondre à ces revendications. Là, il y a un blocage, ça veut dire que la grève est inévitable, que les Français, le week-end prochain, n'ont pas de week-end, ne peuvent pas partir en train en tout cas. Il reste encore une semaine. Il reste encore une semaine. La balle est dans le camp de la direction pour ouvrir des négociations, ouvrir un calendrier de négociations qui ouvre des perspectives et qui permettent aux cheminotes et aux cheminots d'avoir leurs revendications entendues. Merci à vous, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, d'avoir été l'invitée du 8h30 France Info ce matin. Merci à vous, Victoria Coussa, et vous restez sur France Info. On se retrouve dans quelques minutes pour les informer.